Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes créatures fantastiques auxquelles Méliès a donné vie. Nous allons commencer par celles qui ne sont apparues qu'une fois, puis nous allons voir celles qui sont apparues deux fois, et ainsi de suite jusqu'à celle qui est apparue le plus de fois. Enfin, celle qui est apparue le plus de fois en deuxième, je garde celle qui est apparue le plus de fois en premier pour une autre vidéo. Nous commençons donc en 1902 avec l'homme, et c'est un danseur tout ce qu'il y a de normal. Et quand tout à coup, waouh! Il marche sur les murs, mon Dieu, quel homme extraordinaire. A priori, il n'est pas dangereux, il aime juste s'amuser. Vient ensuite La sorcière du Puits Fantastique. En 1903, Méliès réussit à filmer cet homme qui martyrise cette pauvre vieille femme, mais il en sera bien puni, car en réalité, cette vieille femme, c'est une sorcière et elle jette un sort au puits. Bon, des sorcières, Méliès en a filmé bien d'autres, mais de ce puits sort d'abord un diable qui met le feu à un seau, puis le puits lui-même s'anime, se transforme en four, et du four sort un serpent géant. Notre homme se défend, bien sûr, mais il est attrapé. Quand enfin sortent du puits des grenouilles géantes, et elles ne vont pas laisser notre pauvre petit euh, enguirlandé, ne vont pas le laisser tranquille. Il se fait avaler par le puits. Moralité, si vous croisez une vieille femme ou aux abords d'un puits, donnez-lui de l'eau. Elle pourrait enchanter le puits. Vous seriez avalé par des grenouilles géantes, ce qui n'est pas cool. Attention, le puits bouge encore. Ah, le bourreau turc de 1904. En pleine guerre avec la Turquie, Méliès est allé jusqu'en Turquie faire ce reportage au péril de sa vie, dans lequel il nous montre des victimes d'un bourreau turc décapités qui reviennent à la vie et qui vont faire subir à leur bourreau le sort qu'elle-même leur a fait subir. Les fromages automobiles. Regardez, ces fromages sont vivants. Ils vont défendre leur maîtresse qui a été embêtée par les par les contrôleurs du train. C'est pas extrêmement rigolo. Regardez, il est mort. Il s'est fait étouffer par un fromage. Dans l'île mystérieuse, Méliès a réussi à retourner dans la Grèce antique, dans l'aventure d'Ulysse, où on voit ce dernier rencontrer les Muses sur une île mystérieuse qui se trouve être l'île du Cyclope Polyphème qu'Ulysse parviendra à vaincre.
Dans la cuisine de l'ogre en 1908, Méliès nous montre un ogre dans sa cuisine qui reçoit la visite d'une fée qui va libérer ses victimes qui vont se venger de lui. Ah, le voyage de Gulliver en 1902, colorisé. Vous voyez que le dénommé Gulliver est assailli par les Lilliputiens avant de rencontrer leur princesse. Le voyage de Gulliver a également été relaté en, en 1832 par Jonathan Swift. Dans le livre, comme dans ce reportage, Gulliver sauve la princesse des flammes, mais dans le livre, il s'y prend d'une manière beaucoup moins prude. On voit que Jonathan Swift a ajouté sa petite touche d'humour au reportage fait par Méliès. Deuxième partie du voyage, Gulliver se retrouve au pays des géants qui l'apprécient beaucoup, qui se moquent un peu de lui. Les Lilliputiens sont les premières créatures à apparaître 2 fois, puisqu'elles apparaissent également dans Le Menuet Lilliputien en 1905. Donc cette fois, Gulliver fait danser une petite troupe de Lilliputiens sous nos yeux ébahis. Nous passons maintenant aux statues qui apparaissent souvent ici dans Galatée et Pygmalion, où dans ce mythe grec, une déesse donne vie à la statue Galatée, dont le sculpteur Pygmalion était tombé amoureux. De même, en 1904, l'oracle de Delphes apparaît. Et pour punir un voleur, il donne vie également à des statues. Vous remarquerez que ici, Delphes semble être dans un décor égyptien, alors que la Delphes que nous connaissons était un décor grec. L'oracle ne fait pas que donner vie à des statues, il punit aussi le voleur avec une tête d'âne. Les génies apparaissent également plusieurs fois, mais sous différentes formes. En 1908, Méliès a réussi à filmer un génie du feu qui punit un couple de touristes qui a profané son temple. Il me rappelle un peu quelqu'un, ce génie. Peut-être qu'il s'amuse à prendre la tête de celui qui le filme. Bon, il n'a pas l'air bien méchant comme ça. Mais ne vous y fiez pas, notre pauvre couple de touristes va être puni puisqu'il va devenir aveugle après avoir été approché de ce calice géant en feu, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ils seront bien vite soignés par le magicien de la caverne qui leur avait dit de surtout pas aller dans le temple du feu.
Donc la morale, c'est pas grave si vous n'écoutez pas le magicien de la caverne qui vous dit de ne pas aller dans le temple du feu, il vous soignera à la fin. Ah, les astres. Les astres ont souvent été filmés par Georges Méliès. Il a réussi, alors que ne disposait pas de télescopes très performants à l'époque, et encore moins de caméras pour aller sur ces télescopes. Alors sachez que cette scène d'éclipse un peu osée a beaucoup choqué à l'époque. On ne s'attendait pas à ce que les astres aient une vie sentimentale, dirons-nous, aussi chargée. Ce n'est pas tout, car nous voyons également que les étoiles ont également une vie chargée. Comme cette étoile filante est judicieusement placée. Ah, le repas fantastique. Vous voyez comme cette famille est, comment dirais-je, embêtée par ce mobilier, ces couverts géants et cette table qui se grimpe d'elle-même. Eh bien, sachez que Méliès va nous montrer pour la première fois à l'écran un fantôme qui va perturber ces jeunes gens. Qui a également des pouvoirs magiques. Un autre fantôme apparaît en 1903 dans Le Revenant, et après s'être amusé avec un voyageur dans une auberge, notamment avec une bougie qui change de taille, le fantôme se montre et, contrairement aux autres créatures fantastiques de Méliès, filmées par Méliès, celui-ci fait un peu peur. Fantôme qui réapparaît dans La Clownesse magique, La Clownesse fantôme en 1902. Mais aussi dans Un juif errant, où le dit juif voit non seulement des visions de Jésus, fantomatiques, mais aussi le diable, qui lui donne des coups de bâton, parce qu'il n'est pas content, qui a le pouvoir de se téléporter, et bien sûr un ange pour parfaire la panoplie. Quelle chance Méliès a eu de rencontrer autant de créatures fantastiques. Regardez, voici le tonnerre de Jupiter. Nous recevons Zeus lui-même sur le mont Olympe, où l'on reconnaît sa foudre, alors qu'apparaît Hermès, le dieu des voyageurs,
Héphaïstos qui fabrique les éclairs. N'a pas encore été capturé par Hadès. Bien sûr, que serait Zeus sans les 9 muses? Méliès a croisé beaucoup de femmes mythiques dans sa vie. Parlant de femmes mythiques et de dieux, voici qu'apparaît Sélénée. Non, ce n'est pas la cadette, Sélénée, la déesse de la lune, qui va aider le pauvre Pierrot. Ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est un personnage de la Commedia dell'arte qui a été souvent repris et moqué, notamment dans sa rivalité amoureuse avec Arlequin pour l'amour de Colombine. Tiens, alors que voilà justement le diable. Et pour une fois, ce film finit bien pour Pierrot, qui se retrouve avec Sélénée et qu'un œil regarde Arlequin. Au revoir la lune. Ah, toujours dans les femmes mythiques, nous avons la tentation de Saint-Antoine, des tentatrices envoyées à Saint-Antoine qu'il pêche pas le poisson devant Jésus, mais il résistera et sera récompensé par un ange. En 1900, Méliès a filmé Jeanne d'Arc. Il nous a montré qu'au début et à la fin de sa vie, elle a rencontré des anges. Parlant d'anges, voici un miracle sous l'Inquisition dans lequel un ange apparaît. Vous voyez que Méliès a su retrouver un ange classique avec une auréole et des ailes qui va ici punir le bourreau et sauver la victime sous l'Inquisition. Enfin, l'ange apparaîtra pour la dernière fois dans L'Ange de Noël, film qui a deux versions, une triste et une moins triste. Et dans la moins triste que je vous présente ici, un ange apparaît pour sauver une petite fille malade. Et tout le monde est récompensé. Donc les anges, c'est bien. Vous savez ce qui n'est pas bien? Le diable. Parlons donc de la damnation du docteur Faust. Film qui a été fait 3 fois par Méliès. Ici, je vous montre une des versions dans laquelle le diable montre au docteur Faust des visions de la belle Marguerite. Avant de le téléporter devant la jeune demoiselle pour qu'il conquiert son cœur. Mais il devra se battre en duel avec son frère, qu'il tuera, et ce qui fera que Marguerite mourra de tristesse, telle une certaine reine dans une certaine guerre dans des certaines étoiles. Et Marguerite sera conduite non pas aux enfers mais au paradis, car elle sera sauvée par des anges.
Mais le docteur Faust, quant à lui, sera conduit bel et bien aux enfers pour avoir été méchant, pour avoir tué le frère de la pauvre Marguerite. Ici, nous avons des anges un peu moins classiques, avec des ailes noires et pas d'auréole. Comme ce paradis est plein d'anges. Ah, Une nuit terrible, un des premiers films de Méliès, fait dans son jardin en 1893. C'est peut-être là la première créature fantastique qui apparaît, mis à part le magicien. Regardez cette énorme araignée, faite de cartons et de fil. Non, pardon, véritable araignée, bien sûr. Araignée géante. Attention, ne dors pas dans le jardin de Méliès. Il y a des créatures terribles qui rôdent. Heureusement, on peut en venir à bout. Un coup de balai. Mais non, elle est encore là, la sabrette. Kill it with fire. La chrysalide et le papillon, en 1901, nous raconte également une histoire d'insectes géants, même si les araignées ne sont pas des insectes parce qu'elles ont 8 pattes. Regardez cette énorme chenille. Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est bel et bien une chenille. Ce film s'appelle également Le Brahman et le papillon, et comme vous le voyez, il se déroule en Inde, puisque un brahman est un membre d'une caste indienne. Et que se passe-t-il quand un brahman met un papillon, une chenille géante dans un cocon? Et oui, il en sort une femme qui ressemble vaguement à un papillon, qui a des ailes géantes. Donc sachez-le, les chenilles géantes deviennent des femmes, avec des ailes de papillon qui vous retransforment en chenilles géantes. Vraiment, des saloperies en Inde. Parlant de saloperies, je vous avais promis un phénix. Vous vous attendiez peut-être à un oiseau de feu. Eh bien, Méliès nous surprend en nous montrant d'abord un dé géant, duquel va sortir le dit phénix, et c'est une femme. Parlant de femme, voici les fées. Je triche un peu parce que la fée Carabosse est en fait une sorcière, mais on s'en contentera. La fée Carabosse apparaît donc toute colorée et promettant à un jeune seigneur l'amour, quoi d'autre, avec cette belle personne. Lui est enchanté, enchanté dans le sens content, pas enchanté dans le sens magiquement enchanté. La fée Carabosse lui donne toutes les astuces pour conquérir sa belle, ainsi qu'un trèfle à 4 feuilles qui va donc lui porter chance.
et en échange, le jeune seigneur lui donne un sac d'or. Mais en fait non, il se joue d'elle, c'est un sac de sable. Ah, il ne faut pas se moquer des fées, surtout de la fée Carabosse, parce qu'elle va lui en vouloir. Ce n'est pas une gentille fée. Sachez que la fée Carabosse a également été décrite dans La princesse printanière, un conte de fées publié en 1697 par Marie-Catherine d'Aulnoy. Comment Méliès a-t-il réussi à débusquer la vraie fée Carabosse? Nous ne le saurons sans doute jamais. La fée Carabosse fait également intervenir des fantômes, mais aussi une grenouille géante, un hibou géant, même, disons un dragon. Attendez, elle n'a pas de pattes, disons une vouivre. Ouh, et puis des hommes déguisés en poissons. Voilà, il leur met le feu. Toutes ces créatures sont donc sensibles au feu, sachez-le. Ah, notre héros, parce que oui, arnaquer la fée Carabosse, ça ne compte pas comme un acte malfaisant, est sauvé par une figure divine ou une gentille fée, ou un druide. Je ne dis pas ça parce qu'il tient un point d'interrogation en or. Ah, notre héros a rejoint sa belle. Ah là là, la fée Carabosse arrive sur son balai. Comme toutes les fées, n'est-ce pas?
Ah, voilà que la fée est bien punie. Et notre jeune couple est sauvé et marié. Merci la fée Carabosse. Et ce n'est pas tout. On voit aussi une fée dans Cendrillon en 1899. Bien sûr, ce conte des frères Grimm a été filmé ici avec une marraine fée qui transforme une souris en serviteur. Et inévitablement, la citrouille aussi devient un carrosse. Méliès nous montre également l'histoire de Barbe Bleue. Mais il n'y a pas de fée dans Barbe Bleue. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les frères Grimm se sont trompés. Il y a bel et bien une fée dans Barbe Bleue. En tout cas, dans l'histoire qu'a filmée Méliès. Il y a même un diable. Méliès va jusqu'à nous montrer le corps des femmes pendues. Oh, ça c'est une grosse clé, ça. Et voici la fée qui va sauver la jeune héroïne de son ignoble mari. Les fantômes reviennent malgré tout la hanter. Avec l'aide du diable. Mais la fée, une fois de plus, viendra la sauver. Moralité, à part la fée Carabosse, avoir une fée près de soi, c'est plutôt une bonne chose. Ce que nous montrera à nouveau Méliès dans Jack le Ramoneur en 1906. Regardez ce beau décor. Et voici les fées, justement. C'est la fée des rêves qui transforme Jack en un roi. Alors vous allez me dire, mais si c'est la fée des rêves, c'est peut-être un rêve.
Et donc, ça n'a pas pu être filmé par Méliès parce qu'il n'a pas de caméra qui filme les rêves. Parce que ça n'existe pas, contrairement aux fées et aux autres animaux fantastiques que tu viens de nous montrer jusque-là. Frère Lu, tu es un menteur. Eh bien non, sachez que ceci n'est absolument pas un rêve, mais que c'est bel et bien arrivé. Pour preuve, quand Jack se réveille, des choses magiques continuent à se produire autour de lui. En parlant de fées toujours, revenons à ce que Méliès considérera comme un de ses chefs-d'œuvre. En 1912, il fait une nouvelle version de Cendrillon avec à nouveau une fée. Cendrillon considéré comme son chef-d'œuvre, ça me rappelle quelque chose. Vous aimez le stop motion? Non, je demande ça comme ça. Ah, les fées ont beaucoup plus de classe dans cette adaptation. De même que les serviteurs. Regardez-moi cette grosse citrouille. Ah, ça ne vaut pas la fée aux choux, mais c'est tout de même quelque chose.
Georges Méliès a filmé d'autres femmes fantastiques telles que des sirènes. Il avait donc une caméra capable d'aller sous l'eau, ce qui est un sacré exploit. En 1904, il était capable de lui-même respirer sous l'eau, ce qui est un autre sacré exploit, toute année confondue. Mais que voulez-vous, c'était le magicien du cinéma. Vous noterez d'ailleurs que les sirènes ont des pouvoirs magiques. Ah, le compositeur Tolkien, en 1905. Alors, une fois de plus, cet homme-là s'endort, mais je ne pense pas pour autant que ce soit un rêve. Regardez, cette fée a l'air bien réelle. C'est plutôt une muse d'ailleurs, puisque on voit apparaître toutes ses sœurs, les unes après les autres. Cet homme-là a trouvé l'inspiration. Bon, il va être temps de vous parler du gros morceau. Tout commence en 1896 avec La Maison hantée. Vous voyez cette chauve-souris? Eh bien, c'est le diable. À nouveau, l'un des premiers films de Méliès. Vous voyez que le diable a non seulement des pouvoirs de métamorphose, mais aussi le pouvoir de faire apparaître des objets, de faire apparaître des serviteurs. De faire apparaître des serviteurs depuis les objets qu'il a fait apparaître. Mais ça n'est pas tout, car quand des visiteurs inopportuns arrivent dans sa maison, il va les faire tourner en briques en téléportant les objets, mais aussi en transformant ces objets en squelettes, transformant ces squelettes en chauves-souris, et comme vous le savez, il peut lui-même se transformer en chauve-souris, ce qui devrait suffire à faire fuir les méchants envahisseurs, mais non. Ah, et un des points faibles du diable, qui peut faire apparaître des fantômes. L'un des autres pouvoirs du diable est de faire apparaître des fantômes. La Lune a un maître en 1899. Regardez à nouveau le diable, cette fois plus légèrement vêtu, mais toujours reconnaissable à ses formes. Il peut faire apparaître. Non, il est embêté par Séléné, qui veut du bien à son astronome préféré, qui décide d'aller la chercher sur la Lune, mais le diable ne va pas le laisser faire. Il va donner vie à son dessin qui est dessiné, son dessin, oui. Je suppose que c'est lui qui casse la lunette, mais c'est lui qui téléporte les objets, ça on le sait. Qui d'autre est capable de téléporter des objets? Regardez, une lune géante au-dessus, elle n'a pas l'air commode. Et de la lune sortent des petits chérubins. Vous le savez maintenant, les chérubins naissent de la lune. Alors que revoilà Séléné, qui a visiblement délaissé Pierrot pour son jeune astronome, son vieil astronome, et qui s'en va en volant. L'air aussi très légèrement vêtu, décidément c'est une manie. Vous savez donc que le diable
a peur de ses démons. En 1899, nous retrouvons le diable au couvent. Il sort d'un objet, il volette. C'est là que nous apprenons un de ses pouvoirs les plus sournois. Il peut se transformer en des personnes existantes. Mais le pire de tout, il se fait ici passer pour un prêtre. Je suppose qu'il va jouer un bon tour aux nonnes qui sont là. Et voilà, il leur fait peur, pauvre nonne. Il fait à nouveau disparaître des objets. Il fait apparaître des statues de lui-même. Des serviteurs. Beaucoup de serviteurs. Et une tête de lui-même en chat. Et bien sûr, une grenouille géante. Parce que serait le diable sans sa fameuse grenouille géante? Mais il est chassé par une croix. Son point faible, c'est donc les croix. Et voici l'ange de la victoire qui le terrasse. À moins que ce soit Saint-Georges. Bref, en tout cas, le diable est vaincu. 2 ans plus tard, en 1901, voici le diable géant, ou le miracle de la Madone, dans lequel le diable, eh bien, danse, puis grandit, pour faire peur à une jeune fille. On remarque que pour l'instant, les principales occupations du diable sont faire peur aux gens, faire des farces. Ah, le diable est vaincu par la Madone. Et, disais-je, une autre occupation du diable est de chasser les gens de chez lui. Et c'est confirmé, le diable a peur des symboles religieux. Ah, les trésors de ça. Ici, en 1902, on supposera qu'on est aux enfers. On ne sait pas comment Méliès a réussi à s'y rendre, puis à en revenir. On voit les serviteurs de Satan qui jouent avec une boîte Tardis, puisqu'ils réussissent à faire rentrer plein de sacs, des sacs magiques. Et lorsque un des serviteurs essaie de s'emparer des sacs, il va être bien puni. Regardez, les sacs se sont transformés en jolies demoiselles. C'est donc bien une boîte Tardis. Et en effet, le serviteur est bien puni par les demoiselles, puis par le diable lui-même.
Un an plus tard, en 1903, de nouveau aux enfers, regardez-moi ce magnifique décor, une fois de plus. Méliès nous apprend que le diable adore danser, dans du feu de préférence, et de préférence avec de jolies demoiselles. En 1903 toujours, il nous montre l'auberge du Bon Repos, où un pauvre homme tente de se reposer dans une auberge. D'ailleurs, ce pauvre homme me rappelle quelqu'un. Et il se fait tabasser par un porte-manteau. Mais quand il essaye de tabasser à son tour le porte-manteau, celui-ci n'est plus qu'un porte-manteau. Ah là là, mais que se passe-t-il dans cette auberge? Peut-être sont-ce des fantômes? Peut-être est-ce une maison hantée? Qui peut bien faire disparaître des objets? Qui peut bien faire bouger des chaussures? Est-ce l'homme-mouche? Non. Sont-ce les fromages magiques? Probablement pas. Peut-être une sirène? Non. Non, 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 une sirène ne ferait pas bouger un lit comme ça. C'est le diable. Mais oui, bien sûr, c'est lui. Il est partout. Ah là là, décidément, il aime faire des farces. Le pauvre homme est chassé de l'auberge du Bon Repos. Toujours en 1903, le chaudron infernal va nous montrer une fois de plus le diable qui éveille aux enfers, en train de martyriser une pauvre personne. Oh là là, il a mis la pauvre personne en feu, dans un chaudron. Cette deuxième pauvre personne va probablement subir le même sort. Aïe aïe aïe, ça doit chauffer. Il faut se consoler en se disant que c'était de mauvaises personnes si elles sont finies aux enfers. Est-ce que la troisième personne va s'en sortir? Il semblerait que non. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Trois terribles personnes donc. Ouh, le chaudron est bien mélangé. Mais les âmes torturées par le diable font surface en dehors du chaudron. Et voici que le diable à son tour est puni. Ou alors il danse. C'est compliqué à savoir. En tout cas, elle s'est bien amusée. Et voici de nouveau Faust en 1903. Après avoir assassiné le frère de son aimé, il doit donc descendre aux enfers. Comme l'a raconté Goethe. Est-ce que Méliès aurait également une machine à voyager dans le temps pour filmer des histoires racontées par d'autres des siècles avant lui? On ne sait pas. On ne sait pas. Toujours est-il que
Méliès a réussi à filmer les enfers. Et ça, c'est beau. Que croyez-vous que l'on fasse aux enfers? Eh bien, on va danser, bien sûr. Ouh, quel monstre horrible. En 1904, le diable revient dans la cascade de feu. Que va-t-il faire à ce pauvre couple? Eh bien, il va les faire danser, puis les emmener aux enfers pour les faire danser dans une cascade de feu. Mais tout va bien, ils seront sauvés par une figure biblique. En 1904 toujours, dans Sorcellerie cuisinaire, Méliès nous montre une cuisine envahie par des diablotins qui sortent de partout et qui n'ont de cesse d'embêter les pauvres cuisiniers. En 1905, le diable noir apparaît. Vous voyez qu'il a une longue barbe, qu'il est moins habillé que le diable que l'on connaît d'habitude, mais qu'il a toujours très envie d'embêter des gens en faisant apparaître et disparaître des objets. Voire les faire se multiplier.
Enfin, Méliès filmera une dernière fois le diable dans L'Église diabolique, 1912. Disons plutôt le vitrail diabolique. À nouveau aux enfers, le diable se créera une femme à partir d'un vitrail. Non, non. Le diable donnera un, un- le diable donnera à un vieil homme un vitrail magique, car diabolique, qui lui donnera une femme. Bien sûr, cette femme sera elle aussi magique et pourra se dédoubler, disparaître et finira par causer la perte du vieil homme. Et le diable, une fois de plus, a bien ri. En 1906, Méliès nous présente d'autres créatures fantastiques, avec Les 400 farces du diable, dans lequel un jeune aventurier rencontre un vieux mage pour lui demander de l'aider à faire son tour du monde, mais il se trouve que ce mage, c'était en réalité le diable, et il donne à notre jeune aventurier un cheval squelettique qui l'aidera à parcourir la voûte céleste, où il rencontrera divers astres et plusieurs divinités correspondantes. Finalement, notre aventurier finira aux enfers sur un tournebroche. En 5, avec le Palais des Mille et une Nuits, Méliès Méliès a réussi à filmer les contes de cette époque, qui ne correspondent pas aux contes que l'on connaît, puisqu'ils sont beaucoup moins violents, mais qui retracent bien l'ambiance que l'on se fait des palais de l'Orient, notamment avec de magnifiques décors et costumes.
Enfin, en 1912, Méliès a réussi à filmer À la conquête du pôle, dans lequel des savants s'envolent vers le pôle Nord. Dans les cieux, ils rencontrent évidemment des astres, mais aussi des constellations. Ce reportage aurait inspiré à Jules Verne. euh, et évidemment, je vous avais prévu, je vous avais promis, et je vous avais promis un géant des glaces. Ce film aurait été inspiré par la même histoire qui a inspiré les aventures du Capitaine Hatteras, le roman de Jules Verne, assez peu connu, mais que je vous conseille, qui est très intéressant et très marrant dans toutes ces scènes avec des ours. Mais en réalité, ce film a assez peu de points communs avec le livre, et cette histoire a plutôt inspiré d'autres livres. Voilà.